Et du coup, pour revenir sur toi, ton expérience personnelle chez WWF, donc t'arrives, j'imagine, on est en plein d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année pour que finalement tu te dises quand même, en fait, je trouve que t'as un regard qui est assez intéressant sur ça. Merci. Ben écoute, le WWF. T'étais dans quel pays déjà? Moi j'étais au Kenya, qui est le hub régional pour l'Afrique du WWF. Il y a à peu près une quinzaine de bureaux africains du WWF, et puis la coordination se fait depuis le Kenya à Nairobi. Et moi j'étais dans une espèce de gestion de projet africaine de ces 15 bureaux du WWF sur un projet qui s'appelle le New Deal for Nature and People, qui était en gros une grosse opération de com et de lobbying à large échelle dans plusieurs pays, dans tous les pays du monde dans lesquels le WWF a des bureaux, et même des fois là où ils n'ont pas de bureau, pour essayer d'influencer les ministères des environnements et les gens qui seraient envoyés en délégation pour des COP, en gros, ou pour des accords internationaux onusiens sur du plastique ou sur les forêts ou sur la surpêche. Donc gros, sur le papier, un beau projet quand même, un projet important, influent. C'est du projet, disons, de loi environnementale internationale. Ouais, tu te dis que tu peux quand même avoir un impact qui est juste démentiel. Si tu arrives à influencer la réglementation sur le plastique, tu peux avoir un impact qui est démentiel. Ouais, absolument. Le problème, c'est que ce sont des réglementations qui sont souvent extrêmement faibles. Ce sont des trucs où il y a une espèce de dogme dans les relations internationales et dans les corps diplomatiques de dire qu'il y a un système international anarchique où il y a, par exemple, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, un pays, une voix. C'est des conneries. C'est des conneries. Toutes les décisions importantes des Nations Unies sont pas du tout prises par un espèce de vote démocratique, un pays, une voix. Il y a toujours des jeux de pouvoir, il y a toujours des pays qui tirent les ficelles, qui sont puissants. Je dirais que dans le système international, il y a 20-30 pays qui comptent et le reste suit et ne sert à rien. C'est plus ou moins le G20 et quelques autres pays. Et bien entendu avec une domination écrasante de la part des États-Unis sur à peu près tous les sujets d'importance internationale, y compris des régulations qui pourraient avoir un quelconque poids. Donc, si tu es un peu conscient de cette hypocrisie ou de cette faiblesse du système onusien et de ces jeux de pouvoir, et que tu espères vraiment qu'en faisant du lobbying à Madagascar, tu auras une COP qui va te mettre un accord qui va faire fermer Total, c'est que tu n'as rien compris au pouvoir international. Et le problème, c'est que je trouve qu'il y avait très peu d'autocritique au sein de ce projet du WWF, ou même du monde des ONG internationales et du monde des diplomates qui vont à droite à gauche dans des conventions, dans des COP et tout. Ça a plutôt tendance à s'auto-congratuler, se taper on a vu l'espèce de miracle des accords de Paris, François Hollande tout content, tous les médias du monde qui applaudissent, etc. Mais vous avez rien fait. Vous avez fait un accord. Déjà, les COP se prennent avec des accords, les trucs comme la convention, les accords de Paris se prennent avec l'unanimité. L'unanimité, ça veut dire que tu dois trouver le plus petit dénominateur commun pour que juste en gros ça puisse faire une opération de com, et vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, mais en gros tu peux bien te douter que des pays comme la Russie ou l'Arabie Saoudite ou maintenant les États-Unis dont des exportations titanesques ont lieu aux hydrocarbures vont pas avoir envie d'écrire un texte de loi qui va leur dire on ferme nos productions d'hydrocarbures dans les 10 ans. Donc ça peut être qu'un accord de merde, excusez-moi les termes, mais qui va sortir de ça. Bon, il y a des trucs bien avec l'accord de Paris, notamment les objectifs qui existaient déjà à Copenhague, comme on le sait, mais il y a des trucs bien. C'est juste que c'est extrêmement faible. Et c'est par conception, c'était prévisible que ce soit faible. La plus grande délégation, c'est l'énergie fossile, donc c'est sûr que... Ouais, mais bien sûr. Moi, j'ai toute la sympathie du monde pour les gens qui vont à la COP et qui en espèrent quelque chose et qui pleurent et qui se rendent compte, on est désolé, on va échouer, et puis Paris, blablabla, et puis mes ex-collègues du WWF qui mettent une énergie titanesque à essayer d'influencer les choses par ce mécanisme. J'ai une sympathie pour ces gens. J'ai pas envie de dire... vous êtes niais ou c'était prévisible, mais factuellement vous êtes niais et c'était prévisible. C'est pas comme ça que ça va changer. Il faut prendre les problèmes à la racine. Les problèmes à la racine, ils sont dans des architectures de pouvoir international, dans des architectures financières internationales, dans là où est l'argent. Il faut être un peu matérialiste. C'est pas avec un traité que 190 nations vont ratifier dans la joie et la bonne humeur qu'on va sortir du mode croissantiste, productiviste, capitaliste et néocolonial dans laquelle on est aujourd'hui et qui pourrait décrire le fonctionnement du système économique international. C'est Paul Watson qui va être d'accord avec toi. Paul Watson, c'est exactement ça, c'est exactement son point de vue. C'est-à-dire, c'est très bien qu'il y ait des gens qui aillent faire du lobby à Bruxelles pour la protection des océans, mais vous êtes David contre Goliath. Donc, du coup, moi, je dis pas qu'il faut pas le faire.
il faut faire du lobbying à Bruxelles, il faut faire du lobbying à la COP. Je dis juste que y mettre des espoirs faramineux et ne jamais avoir de perspective critique sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est superficiel et c'est contre-productif. Et c'était le mood dominant dans beaucoup d'organisations internationales, pas que le WWF, aussi des organisations que j'ai côtoyées comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement ou bien l'Union africaine. C'est des trucs qui sont vraiment tout le temps en train de faire des beaux discours et des beaux communiqués, mais où il y a très très peu d'autocritique ou de perspective, un peu comme Jean Ziegler pourrait le faire ou comme Paul Watson le fait sur Greenpeace et le WWF, à dire mais fondamentalement c'est quoi une ONG. Donc là moi en cours de route du WWF, quand je me retrouve plongé dans ces trucs de COP ou dans ces trucs de traités un peu que je qualifierais de faibles pour rester poli, je me dis quand même mais putain, en interne du WWF, je pensais qu'on allait avoir des discussions un peu plus profondes. Je conçois bien qu'on est obligé d'aller faire des trucs un peu superficiels et fragiles, mais au moins en interne, est-ce qu'on peut avoir une discussion sur est-ce que ça a du sens de faire de la décroissance ou pas? Moi, ça me paraît complètement crétin de encore être critique du fait qu'il faille réduire les flux de matière physique dans le monde. C'est pas qu'une question de carbone, c'est une question vraiment d'extraction, c'est une question de transport, c'est une question de déchets, c'est une question multifactorielle. Quand on regarde l'écologie, par exemple les limites planétaires de l'Institut de Stockholm, il y a 9 limites planétaires et on est allègrement en train de toutes les exploser. Le climat n'est même pas la plus grave dans le court terme, dans l'ampleur de la violation qu'on est en train de faire au climat, c'est même pas comparable à ce qu'on est en train de faire sur les réserves d'eau potable ou sur qui a été explosé d'ailleurs. Qui a été explosé, qui a été prouvé comme étant explosé, ou bien les cycles naturels comme du phosphate ou de l'azote, ou bien des choses comme l'acidification des océans. Et on l'a dit avant, le démontement méthodique du vivant et l'extermination de masse qui est en cours. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec le climat fondamentalement. On pourrait résoudre le problème carbone et on aurait toujours tous ces autres problèmes demain. Donc, ne jamais avoir ces discussions de fond, ne jamais penser à comment est-ce qu'on peut faire face à ces vraies limites planétaires et réduire les flux. Et donc, appelons ça la décroissance si on veut, appelons ça du post-capitalisme si on veut. Mais en tout cas, avoir du changement radical dans la façon dont les choses fonctionnent, j'ai été vraiment frappé de rarement avoir ces discussions. En plus, au WWF en Afrique, il y avait des dynamiques qu'on pourrait dire néocoloniales ou impérialistes ou d'influence, d'ingérence, parce que des grandes ONG font aussi les porte-paroles de, par exemple en France, l'Agence française de développement, parce qu'elle donne beaucoup d'argent à des ONG, donc tu peux pas contredire les accords, les intérêts diplomatiques du gouvernement d'Emmanuel Macron en étant alimenté par l'Agence française de développement. Il y a rapidement des coups de fil qui se font et puis les gars, vous faites quoi avec ça? Si vous voulez continuer à critiquer nos intérêts miniers dans le bassin du Congo, on va vous couper le robinet de l'argent. Donc Paul Watson, ça t'as eu accès à ça, enfin tu l'as vu en interne, tu t'es vraiment dit... Je l'ai vu en interne, ouais. Après, c'est pas tous les jours qu'il y a ce genre de truc, parce que les directeurs qui arrivent dans ce genre de position de pouvoir, dans des grandes ONG systémiques qui sont un peu empêtrés dans des schémas de puissance internationale, étatique, financière, capitaliste, etc. Sortent du système souvent, sont diplômés de là-dedans. Exactement, sont aussi des gens qui n'ont pas démissionné après 2 ans par dégoût, ils ont tenu 20 ans dans la structure, donc ça veut dire fondamentalement ils la contestent pas. Et aussi, des fois, ont déjà fait l'expérience eux-mêmes de se casser un peu les dents sur des robinets financiers, et donc savent où est la limite. Donc en fait, tu n'as même pas besoin d'avoir régulièrement des coups de fil. C'est arrivé, j'ai entendu des histoires comme ça, mais la plupart du temps, c'est plutôt de l'ordre de l'autocensure ou tu sais très bien qu'il faut pas trop tirer sur la ficelle. Et puis tu sais très bien que faire une campagne sur la pollution en Afrique, au Cameroun, c'est bien. Aller dire que c'est des multinationales étrangères qui sont en train de couper la forêt pour faire des exportations, qui vont ensuite aller dans des usines pour fabriquer des meubles Ikea et du papier, c'est pas bien. Oups, faut pas dire ça. Tu le sais un peu. Tu l'intériorises, une espèce de autocensure. Et moi, ça me convenait pas du tout. Ok. Donc en fait, t'as fini le WWF en étant plutôt déçu et même dégoûté, j'imagine, de te dire, mais en fait, même dans les ONG, je pourrais pas avoir l'impact que j'ai envie d'avoir. On peut dire ça, mais je mettrais pas déjà les ONG comme étant toutes équivalentes. Je pense qu'il y a des ONG systémiques un peu mastodontes qui sont pas représentatives de l'association de quartier, qu'on pourrait dire est aussi une organisation non gouvernementale. Donc c'est un terme assez flou et assez mal défini, et puis ça représente vraiment un ensemble d'entités très hétérogènes. Donc je mettrais pas toutes les ONG dans le même sac. Et puis même le WWF, c'est une fédération
internationales avec des bureaux nationaux qui font du bon taf. Moi, je pense le WWF Inde qui a protégé dans certains parcs les tigres et tout. Il peut y avoir des bons trucs. Donc, je veux pas critiquer. Après, il y a un livre qui s'appelle L'invention du colonialisme vert qui critique aussi l'idéologie des parcs naturels et machin et machin. Guillaume Blanc, s'il y a des personnes qui veulent creuser, je recommande. C'est une lecture intéressante. Non, c'est sûr que si le WWF ouais, je veux pas faire une critique complètement unilatérale et dire ils font plein de choses bien et je suis d'accord. Et ils permettent aussi à plein de choses d'avancer dans le bon sens. Malheureusement, je pense aussi que c'est peut-être nous en tant qu'individus, on repose beaucoup trop nos espoirs sur ce type d'organisation. Absolument. Et c'est pas les soldats blancs, quoi. Donc, absolument. Et il faut pas attendre de grandes organisations financées par des grandes organisations philanthropiques ou des grandes aides au développement de pays riches qui sauvent le monde et qui sauvent les petites filles en Afrique. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et c'est pour ça que j'avais dit. Moi, je pense qu'ils permettent d'apporter une solution à un problème qui est direct, tu vois. Ouais. Médecins sans frontières, heureusement qu'ils sont là. La Croix-Rouge, heureusement qu'ils sont là. Bien sûr, la Croix-Rouge, ils ont aussi des limites, ils vont pas sauver le monde. Ouais. Après, on pourrait rentrer dans un débat, je dis pas que j'ai une position tranchée là-dessus, mais on pourrait rentrer dans un débat si en fait ça fait pas plus de mal et plus de poudre aux yeux. Si fondamentalement, si on coupait l'aide au développement, est-ce que ça serait pas, et si on coupait l'ingérence européenne en Afrique et l'ingérence états-unienne et russe et chinoise en Afrique, et ça serait pas un bon truc dans le moyen et long terme pour une émancipation africaine d'un système international dans lequel elle est, comme elle l'a toujours été dans ces derniers siècles, un réservoir de main-d'œuvre et un réservoir de ressources.